On change donc des chapitres pour revenir ici en RDC, en Afrique, de manière un peu plus large, pour évoquer le 17e sommet des affaires entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain, après le 16e sommet qui s'est tenu en Amérique. Cette fois, c'est l'Angola qui accueille effectivement ce sommet, un sommet marqué par les menaces, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, les menaces de Washington d'inclure la République démocratique du Congo et une dizaine de pays africains sur sa liste des restrictions des visas et donc d'accès à son territoire. Regardez d'abord ce reportage et on revient juste après pour en parler. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président d'exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec les mondes des affaires. Tony Antoine Dibendila, un sommet, le 17e sommet des affaires, donc entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, marqué par ces menaces de Washington, qui est devenu pratiquement imprévisible sur la scène internationale. Alors, dans les cas particuliers de la République démocratique du Congo, comment faire des affaires avec un partenaire qui vous menace de vous priver de son visa? La position de Trump concernant la relation, les relations États-Unis-Afrique, sa position est connue. Cette fois-ci, d'ailleurs, on les sent un peu plus proches, vouloir quand même faire des affaires avec l'Afrique, parce qu'on rappelle, on l'a dit tantôt ici, les deals minerais contre sécurité, c'est purement des affaires aussi. Et donc, cette fois-ci, on les voit quand même proches, mais on sait que l'administration Trump, même lors de son premier mandat, son administration a toujours été réticente à l'égard de l'Afrique. Bien qu'on sent qu'il y a quelque part la volonté d'y revenir, et c'est bien qu'on sent que les États-Unis se sont rendus compte qu'en laissant l'Afrique, en s'éloignant de l'Afrique, la Chine
prendre de l'avantage. C'est pourquoi ils ont d'ailleurs lancé plusieurs projets, y compris les projets corridors de l'Obito. Tout à fait. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a des investissements importants cette fois-ci américains qui reviennent en Afrique. Mais ces menaces des visas ne visent pas que les continents africains. Il y a également d'autres pays qui sont aujourd'hui victimes de l'interdiction d'obtention du visa américain. On voit déjà même en Amérique, il y a des refoulements massifs des sans-papiers à l'époque. On sait que les démocrates étaient plus souples, mais Trump est très dur. Je connais les frères d'ailleurs, pour vous étonner, je connais les frères d'un ami qui vit au Canada et qui voulait assister au mariage de sa sœur aux États-Unis à Washington. On l'a privé des visas. Il n'a pas pu quitter son université au Canada, à Montréal, pour aller assister au mariage de sa sœur à Washington. Ça veut dire, vous voulez dire que ce n'est pas un cas spécifique à la RDC? Voilà, ça veut dire pour dire que la politique d'immigration de Trump est beaucoup plus dure, en tout cas, à l'égard non pas que des Africains. On sait comment est-ce qu'ils traitent même les Américains qui viennent du Mexique, les Sud-Américains. On voit comment est-ce qu'il les traite en termes d'immigration. Trump, il considère que ceux qui viennent là sont des criminels, ainsi de suite. Ça, c'est sa perception et celle de son administration. Mais je crois que la RDC avait annoncé avoir entamé des pourparlers avec l'ambassade des États-Unis. Effectivement. Pour pouvoir quand même se conformer. Mettre en place un cadre de concertation. Se conformer à certaines exigences américaines, parce que le Congo tient à la poursuite des coopérations économiques, car on sait que si on a aujourd'hui un problème de visa avec les accords RDC États-Unis via AGOA par exemple, parce qu'on est éligible déjà, et il y aura des difficultés. Nos entrepreneurs n'auraient plus la possibilité d'exporter vers les États-Unis et bénéficier des exonérations. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la politique de Trump, la politique d'immigration de Trump est un peu plus dure à l'égard des autres. Lui, il prône l'Amérique à fest. Et donc, on croit que les pourparlers lancés par les RDC vont aboutir, et que surtout ce 17e sommet pourra non pas créer des murs, mais ouvrir des portes, parce qu'il y a des projets développés en Afrique par les États-Unis. Effectivement. Donc, ils peuvent renforcer les liens. Et donc, ce sera toujours plausible qu'il y ait des ponts entre l'Amérique et l'Afrique, que des murs. Que des murs, justement. Igor Biwaka, Tony Antoine Dibendila vient de le dire. Est-ce que ce 17e sommet des affaires entre l'Amérique et l'Afrique, est-ce que ça ouvre un nouvel ère de coopération commerciale, notamment quand on sait que les États-Unis, notamment dans les cadres de l'AGOA, ont même menacé la RDC des sorties et puis l'ont réintégré une fois de plus. Est-ce que d'abord l'Amérique demeure vraiment un partenaire commercial, non pas sérieux, mais de taille pour la République démocratique du Congo vis-à-vis notamment des autres concurrents sur les terrains? Aujourd'hui, le marché américain, c'est un marché inéluctable, incontestable pour ne pas dire tous les États africains, mais quand même pour la majorité des États africains. En ce qui concerne, en fait, en termes d'investissement, en termes de beaucoup d'autres paramètres, voyez-vous, on ne peut pas dire ici, récuser, en fait, l'évidence du marché américain. C'est vrai, on revient, en fait, sur la tenue même de ce 17e sommet d'affaires États-Unis-Afrique. C'est vrai, elle est en train de se dérouler dans un climat mi-ange, mi-démon, si on peut le dire ainsi, puisque d'un côté, il y a les menaces pour certains pays africains, dont la République. Beaucoup de pays africains. Il y en a déjà qui sont dedans, comme Brazzaville. De l'autre côté, vous l'avez évoqué, Patrick Lumbala, évidemment la récomplète de la Goa. Donc, ça met une certaine pression aux États africains. D'ailleurs, le président angolais, João Lourenço, a rappelé cette évidence-là, tout en indexant les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui veut se proposer comme étant un partenaire fiable pour l'Afrique. Les États-Unis d'Amérique sont dans l'obligation de se proposer comme un partenaire fiable pour l'Afrique et singulièrement pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le marché africain, c'est un marché, je dirais, une denrée rare.
Aujourd'hui, personne ne peut récuser le marché africain. Donc l'administration Trump, comme on l'a tantôt souligné ici, ce sont, je dirais, des grimaces, des menaces qui viennent que pour grimacer, mais dans le fond, il n'y a absolument rien. C'est même pour cette raison que le président angolais, João Lourenço, a mis en exergue l'évidence que l'Afrique elle-même, n'est-ce pas, doit avoir des mécanismes pour faire éclore ses compétences, pour faire éclore ses capacités. Disons, on a 1,3 milliard d'habitants, avec un PIB combiné de 3,2 billions. Je ne parle pas des millions, je parle des billions de dollars américains. N'est-ce pas là une opportunité de croissance économique pour l'Afrique? Où est la mise en place? Où en est-on? Où en sommes-nous avec la mise en place de la ZLECAf? Si aujourd'hui la Chine a même compris qu'il faudrait supprimer le droit de douane pour les produits africains, à plus forte raison nous-mêmes. Comment concevoir le fait que le marché intra-africain coûte beaucoup plus cher que le marché entre l'Afrique et l'extérieur? Voyez-vous? Et donc aujourd'hui l'Afrique, c'est sommet qui réunit bien des chefs d'État africains, qui réunit bien des premiers ministres africains, qui réunit des opérateurs économiques. Il faut rappeler que le président Tshisekedi sur place. Voilà, des investisseurs. En fait, c'est riche comme, en quelque sorte, un think tank qui permet, n'est-ce pas, à toutes ces personnalités-là de converger sur les principaux écueils qui rongent l'Afrique. Parlons des écueils, Patrick. Un peu plus vite, Igor. C'est vrai que je vais chuter un tout petit peu. Vous savez, l'Afrique a le même tard partout. Aujourd'hui, personne ne peut récuser le fait qu'on a le problème de la diversification des économies africaines. Aujourd'hui, l'Afrique, la plupart des pays africains, leurs économies reposent sur le minerai dont le prix, dont la volatilité des prix sur le marché international ne peut pas se maîtriser. Aujourd'hui, on a un sérieux problème sur les investissements dans le secteur clé en Afrique, dans les infrastructures, l'énergie et bien d'autres secteurs. Et donc, il faudrait mettre des mécanismes probants, n'est-ce pas, pour non seulement dépendre du marché extérieur, mais donc pour faire en sorte que, n'est-ce pas, sur le plan interne, que nous puissions nous renforcer, nous équiper suffisamment. Et parlant du renforcement, Patrick Lumbala, l'État ne peut pas tout financer, ça il faut le dire ainsi. D'où la nécessité. Il faut des investissements. Il faut des investissements. Ça c'est une évidence, ça c'est vrai. Alors c'est l'occasion là d'appeler les investisseurs américains, privés. Évidemment, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent même, n'est-ce pas, faire en sorte qu'ils soutiennent des projets de grande envergure de l'Afrique, faire en sorte que l'Afrique elle-même puisse se développer. Effectivement, Tony Dibendila, on finit avec vous, appeler les investisseurs américains, mais les Américains qui ont toujours considéré l'Afrique comme une chasse gardée des Européens, et ils ne se lancent vraiment pas de manière de plein pied dans l'économie africaine. Oui, les marchés africains sont en train de grandir. Aujourd'hui, on est à plus d'1 milliard d'Africains et d'ici quelques années, il y aura plus d'Africains d'ailleurs sur Terre que les Américains. En fait, les Américains, les Occidentaux, ainsi de suite. La croissance démographique est très, très importante. Et donc, je crois que les marchés africains, dans les années à venir, sera incontournable. Mais ce qui est vrai, c'est que il faudra aux Africains de commencer d'abord à renforcer les échanges entre eux-mêmes à travers justement la ZLECAf, et pour que, avec la zone de libre-échange continentale africaine, on se dise, voilà, on peut se faire de la richesse à partir des échanges entre nous. Tout et à après, fait. on peut compter sur les lorsqu'on étrangers. Parce que lorsqu'on voit des menaces d'interdiction de visa émises par l'administration Trump, on se dit qu'il faudra commencer par voir comment se développer à partir des échanges sud-sud, et les autres viendront après. Et les autres viendront après. Les échanges sud-sud. Effectivement, merci beaucoup Tony Dibendila d'être passé sur ce plateau et d'être toujours là. Merci à vous, Igor Biwaka. Merci Patrick. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve demain avec le même plaisir de vous décrypter l'actualité économique vue de votre rédaction. Les prochains rendez-vous, c'est donc demain. Au revoir et à très vite.